qualité qui est vraiment importante, c'est la différence et travailler avec des gens différents et accepter la différence de l'autre. Or, en même temps, si on regarde le fonctionnement des entreprises aujourd'hui, on est dans beaucoup d'entreprises sur un modèle de reproduction d'un modèle de manager, d'un modèle d'opérateur. On a des normes de plus en plus, et en plus je travaille sur des questions de conditions de travail, de santé et sécurité, donc il y a des consignes de sécurité de plus en plus. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que ces consignes-là, d'une part, elles ne fonctionnent pas sans l'intelligence des gens pour savoir quand on les utilise, mais au fond, pour moi, le fond du problème, c'est le rapport à la diversité et le fait d'accepter que les autres ne soient pas ce qu'on est, mais soient vraiment des personnes, pour que la création puisse fonctionner. Alors juste un clin d'œil, dans le milieu de la recherche, on est aussi entrepreneur où on essaie d'innover en permanence parce qu'il se passe plein de choses et les questions que vous portez, elles sont vitales aussi pour nos activités. Je veux bien vous participer à votre réflexion qui est excellente, hein, puisque je fais du conseil auprès de grandes entreprises et une des questions qu'elle me pose, c'est comment est-ce que je peux libérer l'entreprise et arriver à une certaine taille et surtout sous la pression du cours de bourse. Je pars du principe que c'est quasiment impossible et qu'il faut qu'à un moment donné elles cassent le système, et comme elles ne peuvent pas le casser parce qu'elles ont pris des engagements vis-à-vis des actionnaires dont elles ne peuvent pas sortir, il faut qu'elles créent des bulles. Voilà. Mais de toute façon, vous avez tout à fait raison, soit on choisit la normalisation, et on devient le champion de la normalisation, et à ce moment-là, il faut être très puissant. C'est ce que font certaines entreprises. Soit on veut créer, on veut innover, on veut casser les codes, et ce n'est pas en général au sein de ces grandes entreprises que ça se fait. Vous le savez, il y a d'ailleurs une multiplication actuellement de grandes entreprises qui viennent s'implanter dans des incubateurs. Donc les gars, ils oublient le costard-cravate comme moi, et puis ils passent au jean troué, et on les fait vivre avec des jeunes start-upers, parce qu'on se rend compte qu'au sein de l'entreprise, on n'y arrivera pas. Même en le voulant, même en le déclarant, même en mettant du fric, même en mettant des organisations, l'organisation va, à un moment donné, normaliser ce qui ne devrait pas l'être. Et là, on est en train de toute façon de toucher un point qui est, est-ce que les entreprises veulent devenir des dinosaures, mais il y a des centres de recherche qui sont des dinosaures aussi, ou est-ce qu'elles osent? Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pari d'investissement difficile, compliqué, qui se fait plutôt chez les startups, parce que les startups, elles n'ont rien à perdre, parce qu'elles ne vivent pas dans l'économie du respect du compte trimestriel à Wall Street, parce qu'éventuellement, les normes, elles s'en foutent, voilà, et qu'elles bypassent tout ça, et qu'à un moment donné, ben, elles arrivent justement à créer, et qu'elles se font racheter quelques années plus tard, parce qu'à la tête de ces startups, c'est des gens qui sont aussi intéressés par l'argent, et qui sont prêts à se vendre. Mais je pense que l'entreprise dinosaure, enfin les grands temps d'entreprise, et quand je vois des patrons, leur crainte, c'est de devenir un dinosaure, c'est-à-dire de disparaître. Voilà. Et ils disent, on sait très bien que ce modèle est terminé, mais comment en sortir? Donc vous posez une question complexe, mais à laquelle j'adhère totalement. Je vais juste faire un aparté sur les startups et la vente. La problématique de la startup, c'est qu'en général, elle a levé des fonds. Que les gens qui mettent des fonds dedans sont spéculatifs, c'est-à-dire qu'ils veulent sortir plus d'argent que ce qu'ils ont mis. Donc si on ne veut pas être embêté dans ce qu'on fait, il suffit de ne pas lever de fonds et de ne pas mettre autour de table des gens qui viennent placer de l'argent pour le faire fructifier. Donc parce que là, c'est le début des ennuis. En tout cas, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait. Mais si on reste entre soi parce que finalement... Le but d'une entreprise, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est de faire ce que veulent les actionnaires. Donc si les actionnaires ils disent on a envie de se faire plaisir et de faire de la recherche, eh bien l'entreprise fonctionnera comme ça. Alors, pour revenir sur la question, je crois que c'est le même changement de paradigme que ce qui était énoncé. Bien que les systèmes en eux-mêmes se protègent quasi mécaniquement au-delà des hommes, que l'ISO finalement est un mécanisme de défense là-dessus, et que les personnes aujourd'hui qui travaillent dans les entreprises sont les bactéries, les grains qui vont créer justement cette ouverture. Parce qu'on trouve de moins en moins de collaborateurs aujourd'hui qui ont envie de s'investir à vie dans une entreprise. Quand vous questionnez les jeunes que vous avez pour la plupart d'entre vous dans vos salles de classe qui vivent ici, ce sont des gens qui ne veulent plus être tributaires d'une organisation. Ils veulent vivre leur vie, ils veulent avoir plusieurs employeurs, changer, etc. Il y a quand même dans les générations actuelles quelque chose qui revient là-dessus parce qu'ils ont été rodés
Entendez, ils ont accès à tout le savoir qu'ils veulent. Alors, ils ne sont pas forcément super autonomes, il ne faut pas croire ça, mais c'est ce qu'ils doivent apprendre aussi ici. Et ce sont les personnes qui vont ouvrir, qui vont abattre les barrières, parce qu'elles vont se croiser sur les projets. Les systèmes vont être en danger, évidemment. Certains l'anticipent dans les managers, en faisant de l'open innovation, des choses comme ça, mais je les trouve très timides et encore très très conformes là-dessus. Quand on regarde les comités exécutifs, c'est quand même des affaires de caste, de corporations, d'écoles qui sont encore autour de la table. On le voit même au niveau de l'État. Donc effectivement, cette orthogonalité, aujourd'hui, je pense que nous sommes contemporains quand même d'un grand changement, qui va prendre un petit peu de temps, mais les individus, dans leur diversité, avec des moyens qui les relient, avec une gouvernance qui permet de se causer au travers d'un test, sont en train de changer doucement et en contournant les systèmes, sans les agresser, mais sont en train de changer radicalement. Donc j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que par rapport à votre expérience, est-ce que vous voyez autour de vous, que ce soit dans les entreprises ou dans les instituts de formation, etc., vous semblez être optimiste sur le fait qu'effectivement les individus vont finir par petit à petit vraiment apporter ce changement et mener à mal le système, enfin les systèmes qui sont bloquants. Est-ce que vous voyez ce même genre d'ouverture au sein des organismes de formation, ou est-ce que l'on est... Voilà, est-ce que par tout ce que vous voyez des petits grains comme ça qui vous donnent un petit peu d'espoir, ou est-ce que vraiment il va falloir que les grains s'agitent peut-être un petit peu plus parce qu'on a un peu de retard? Pour répondre à ça, en fait, on est coincé entre deux choses. Effectivement, la perpétuation de choses assez historiques dans les organes de formation, avec, et globalement, et sans offenser, finalement, un personnel enseignant qui est plutôt les acteurs les plus craintifs dans le changement, parce qu'on est à des générations, je m'y inclus, des générations où nous avons connu avant et nous distinguons après, et on est un peu inconfortable entre les deux, là. Pour des jeunes qui ont des compétences qu'on n'aime pas. Donc, et la posture qui était évoquée, qui est de se dire aujourd'hui, on est plus simplement des transmetteurs de savoir. Le savoir, il est déjà, comme disait Michel Serres, entièrement transmis, entièrement disponible. Notre boulot d'enseignant, quelque part, c'est de provoquer des situations pour que les autres apprennent, quelles qu'elles soient. Alors ça, c'est un fait, on a quand même ce truc. De l'autre côté, on a quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Le rachat de LinkedIn par Microsoft la semaine dernière est assez éclairant là-dessus. C'est une industrialisation très capitaliste de la formation, donc une privatisation de la formation qui arrive avec des mécaniques qui sont totalement commerciales et qui sont aterritoriales. Il faut quand même se méfier de ce mouvement-là parce que il est extraordinairement marketé, il est très efficace, donc il est séduisant pour des raisons assez simples de facilité d'accès. Et quelque part, je suis optimiste parce qu'il y a des gens au milieu qui travaillent depuis longtemps sur le fait pédagogique et qui sont capables de réformer leurs institutions ou d'en créer des nouvelles. C'est plus souvent le cas d'ailleurs. On voit des gens qui partent des institutions, que ce soit de l'AFPA, que ce soit du CNED, que ce soit de chez vous, de l'université, et qui vont créer ce qu'on appelle dans un milieu qui s'appelle les EdTech. Donc bon, on clique plein de trucs. Donc les EdTech, c'est les entreprises technologiques d'éducation et de formation. Et avec des concepts assez nouveaux. Pourquoi ça marchera? Parce que et l'un et les premiers dont je parlais historiques et les nouveaux oublient quand même quelque chose qui est absolument important, qui est l'accompagnement, la socialisation dans les apprentissages. Et des dispositifs, ils ont besoin à un moment donné qu'il y ait une cohésion sociale, qu'il y ait parfois une relocalisation, en tout cas des modalités diverses qui font que l'acte d'apprendre est bon. Donc, c'est pas quelque chose de neutre à prendre, c'est pas un bien de consommation particulier. Il y a de l'innovation qui sera dedans, évidemment, parce que les systèmes vont être cassés, mais le devenir, et aujourd'hui, rien que dans la semaine, j'ai vu 2 entreprises se positionner avec des offres dites multimodales, c'est-à-dire dans lesquelles il y a du regroupement, il y a des choses à distance, il y a des classes virtuelles, où il y a, si vous voulez, une espèce d'analyse de valeur dans l'acte d'apprendre, et c'est assez agile et super efficace et durable. Voilà. Alors que j'ai un gros doute sur les choses comme Lynda, enfin tout ce qui va nous arriver via Microsoft et LinkedIn, sur ce prêt à consommer qui va être une espèce de capsule de formation, et vous verrez qu'il y a un biais intellectuel et sémantique assez important dans le monde de l'éducation et de la formation, qui est de le comparer à la santé. Voilà.
Les gens, on dit quand ils sont au chômage, ils sont malades, donc on va les guérir en faisant de la formation. Cette logique de formation aux médicaments, elle est absolument désastreuse dans la sémantique. Et je voulais prendre la parole parce que je trouvais que c'était très intéressant ce qui se passait ici. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on associe l'entreprise, bien sûr, à la culture et surtout au savoir, puisque ça, c'est capital, et surtout la manière d'aborder la relation humaine qui est faite aussi bien par Philippe que par Steve. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans ce schéma, c'est-à-dire comment rebondir et surtout comment réaliser notre CV en fonction des rencontres qu'on va avoir. Et ce que je ressens là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est que notre CV évolue en fonction des gens qui nous accompagnent. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et on peut avoir de l'espoir toujours, quelle que soit la situation dans laquelle on est, de se dire qu'il y a quelqu'un qui va nous aider dans ce monde-là. Et cette énergie que vous déployez, je trouve très intéressante, va permettre aux gens d'aller vers quelque chose dans lequel ils vont croire. Et ça, c'est important, et toute personne qui a connu des catastrophes personnelles, qu'elles soient familiales ou professionnelles, doit pouvoir se raccrocher aux autres, en général. En général, de 20 ans à 30 ans, on construit notre vie, de 30 ans, on la stabilise, et après 40 ans, 50 ans, on passe le flambeau, et c'est ça le message que vous voulez passer, et ça, je trouve ça très intéressant. Voilà, et ce que dit Jacques aussi, je trouve ça très intéressant par rapport à la vision globale, là où on parle de formation, de e-learning, etc. en permanence, et je trouve que l'ensemble de ces points m'intéressent et m'interpellent. On m'a toujours dit, moi qui suis parti à 14 ans de l'école, que j'allais louper ma vie, que de toute façon j'avais pas d'argent, que je réussirais pas, et que chaque difficulté que j'ai fait, en tout cas m'a fait créer des choses, et je pense qu'on ne crée pas dans l'opulence, mais on crée dans la difficulté. Bonjour, je suis Fabrice Amalric, donc je suis un intervenant heureux au CRED. J'ai une activité professionnelle, je suis responsable régional de Steve. J'ai beaucoup apprécié le savoir-être. Il faut absolument que l'enseignement supérieur puisse transmettre. Je rajouterai le fait qu'il est absolument indispensable que les étudiants arrivent à travailler en équipe. Aujourd'hui, quand on demande à un cadre vraiment combien de temps il passe à travailler seul, on est entre 10 et 40%. Le reste du temps, c'est interconnecté, alors à distance, en face à face, en collaboration, etc. Ça prend différent. Donc ça fait vraiment partie des savoir-être indispensables de pouvoir travailler en équipe. Deuxième chose, comme c'est sur l'humain, je voulais donner ma touche personnelle, je dirais, d'entreprise. Il y a un grave problème aujourd'hui. Les études, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très préoccupés par le taux d'engagement de leurs salariés. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage en France de salariés réellement engagés? Engagés, ça veut dire enthousiastes, heureux d'aller au travail, créatifs. Combien? Ah non, c'est bon. 5%. C'est pas les meilleurs. Stade de l'Europe. 5%. C'est pas les meilleurs. Donc vous imaginez que c'est là l'enjeu majeur. Qu'une entreprise qui a 20%, 30% de salariés engagés par rapport à une entreprise qui en a 4, 5, 3%, ben forcément, je dirais, en termes de compétitivité, ça se ressent. Donc l'humain est au centre complètement de ça. C'est un vrai challenge. Comment faire pour engager encore plus mes salariés? Merci. La parole à Daniel Palmaro. Oui, c'est assez proche. Moi, j'ai fait intervenir, donc je suis dans le logement social, j'ai fait intervenir le CRED pour former pas mal de personnes dans ma société, pour en fait faire en sorte qu'il y ait une culture commune. Et donc tout à l'heure, donc j'ai assisté à une session sur l'Hugo Scrum, et sur l'humain, la question que je me pose après les interventions, qui sont vraiment très, très intéressantes, c'est est-ce qu'on parle de l'individu ou est-ce qu'on parle du groupe? Et je trouve que ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, on a appris des compétences de groupe. Et c'est vrai que si demain je fais un exercice à peu près équivalent avec des personnes que j'ai déjà rencontrées, et d'ailleurs on nous a dit ça marche au bout de la 3e fois, il faut faire 3 tests. Voilà. Donc dans ces compétences relationnelles, il y a les compétences individuelles, mais il me semble qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui rejoint ce que vous venez de dire, hein, c'est comment on crée l'équipe. Et vous avez parlé de théâtre, je ne sais plus qui a parlé de théâtre. Moi je trouve que, alors c'est une table ronde très psycho, hein, en fin de compte, hein. Il me semble que tout ce qui est autour de la narration, quoi, des thérapies narratives d'une certaine façon, ça permet d'avancer plus rapidement sur les groupes.
Et c'est peut-être ce que fait déjà un peu le CRED. Par rapport à ce qui a été dit, en fait j'avais juste un commentaire par rapport au niveau d'engagement. Moi j'ai une statistique aussi qui est à peu près dans la même direction. Je crois que la majorité des suicides dans la société occidentale ont lieu le lundi matin, entre je crois 7h et c'est-à-dire l'heure où les gens commencent à aller au travail. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans notre modèle et dans la perception du travail aujourd'hui qui doit véritablement être changé. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'engagement. Je dirais que c'est pas vraiment la faute des employés, c'est-à-dire si les employés sont pas engagés, c'est que vous leur proposez pas quelque chose qui les motive. Parce que aujourd'hui, on continue à avoir un système où toutes les études psychologiques, etc., démontrent que les primes, c'est contre-productif, etc. Quand vous faites travailler des personnes pour des primes, etc., ça réduit la performance. Et que les gens ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin... vous avez des gens, par exemple, sur des projets collaboratifs, Firefox, open source et tout, qui passent plus de temps gratuitement qu'ils ne le passent sur dans leur propre emploi. Parce qu'ils sont inspirés, parce qu'ils croient vraiment en la cause, etc. etc. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le dernier point qui était vraiment le plus important, c'était l'amour, en fait. L'amour qui doit être... on parle de remettre l'humain au centre, mais je pense qu'il faut remettre l'amour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que dit Philippe. Il y a beaucoup d'amour dans ce que dit Jacques. Alors je ne parle pas de l'amour romantique, etc. Mais je pense que pour aller chercher une performance chez quelqu'un, pour aller pousser quelqu'un, pour aller plus loin, il faut de l'amour. Quand vous avez une personne devant vous qui bloque, qui est complètement détruite, qui est complètement... ou des étudiants, même des jeunes qui n'ont aucune confiance en eux et qui ne savent pas voir ce qu'il y a de grandiose en eux, de ce qu'il y a de beau en eux, parce qu'ils sont habitués à voir ce qu'il y a de négatif, il faut beaucoup d'amour pour aller vraiment chercher ça et justement avoir une cause qui est plus grande que juste l'emploi ou juste enseigner, mais avoir quelque chose qui est au-dessus, en fait. Je pense qu'on doit remettre l'amour au centre.